Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo. Avant qu'elle ne commence, je vais t'expliquer un petit peu le concept et de quoi je vais parler. Si j'ai décidé aujourd'hui de prendre ma caméra et de te parler, il y a plusieurs raisons. La première, j'ai un diplôme en ingénierie des produits cosmétiques et de ce fait, j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui me posent souvent des questions sur comment sont faits les produits cosmétiques, comment est-ce qu'ils sont vendus, comment ils sont réglementés, comment bien choisir ces produits cosmétiques ou encore comment faire des produits cosmétiques à la maison. Et deuxième raison, on est tous confinés, donc je suis à la maison, j'ai que ça à faire, donc pourquoi pas lier mes deux passions, le montage vidéo et les produits cosmétiques. Le thème de cette première vidéo sera le savon et principalement la saponification à froid. Il y a énormément de personnes en ce moment qui se lancent dans la saponification à froid et dans le savon fait maison, mais pour se lancer, il faut quand même avoir certaines bases et certaines notions, et c'est du coup ce que je te propose dans cette vidéo. On va voir ensemble les techniques pour faire un savon à la maison, mais je vais te donner aussi les notions et les informations nécessaires pour que tu ne te lances pas à l'aveugle. Et maintenant, on est parti. Le savon, on pense qu'on le connaît, ça fait longtemps qu'il est dans notre salle de bain, donc du coup on pense qu'il n'a plus aucun secret pour nous, et pourtant c'est encore assez mystérieux. Il en existe de toutes les formes, on confond parfois avec d'autres produits lavants, et en plus parfois on sait pas tout à fait ce qu'il y a dedans, et ça doit sûrement être ce qui inquiète le plus. Alors le savon, en effet, c'est comme tous les produits lavants, il a un premier objectif. Et ce premier objectif, ça va être de laver. Mais laver quoi et laver comment? Petit cours de biologie cutanée. Ta peau, tous les jours, elle fabrique du sébum. C'est une matière grasse qui fait partie de ce qu'on appelle le film hydrolipidique. Et ce film, il sert à protéger ta peau des agressions extérieures. Soleil, poussière, maquillage, etc. En plus de ça, au cours de la journée, toi tu fais ta vie. Mais ta peau elle fait la sienne aussi. Elle va sécréter du gras, elle va transpirer et elle va desquamer. Et du coup, il va bien falloir les virer, tous ces petits déchets poussiers qui se sont accumulés. Et donc pour ça, on utilise des produits lavants. Et les produits lavants, ils ont tous comme point commun d'avoir dans leur composition des tensioactifs. Alors je vais t'expliquer rapidement ce qu'est un tensioactif, mais je vais le faire très grossièrement et très rapidement parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Un tensioactif, c'est une matière qui permet de mélanger deux substances qui à la base ne peuvent pas se mélanger, comme l'eau et l'huile par exemple. Et en gros, c'est grâce à la présence de tensioactifs dans ton produit lavant que toutes les saletés grasses qui se trouvent sur ta peau vont être entraînées avec l'eau qui te sert à trincer. Alors des tensioactifs, il en existe de plusieurs sortes. Il y en a qui sont plus détergents que d'autres, tout simplement parce qu'ils sont plus ou moins agressifs avec le film hydrolipidique. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont le laisser tranquille et d'autres qui par contre vont le décaper un peu trop. Mais que tu utilises gel douche, savon, huile de douche, pain dermatologique ou appelé scindé dans le milieu, ils contiennent tous des tensioactifs. Et si on se concentre sur notre produit de base, le savon, eh bien le savon, c'est pas vraiment qu'il contient des tensioactifs, c'est un tensioactif. Le terme savon définit l'un des résultats de la saponification, donc c'est-à-dire qu'on mélange de l'huile avec de la soude ou de la potasse, ça dépend, et à la fin de cette réaction, on a le savon d'un côté, donc le tensioactif, et de la glycérine. Si on appelle ce tensioactif couramment savon, en réalité c'est un mélange de différentes huiles qui sont saponifiées. Ces huiles saponifiées, on peut en plus les reconnaître assez facilement par leur nom. Ce nom il se compose en deux parties, le premier ça va toujours être sodium et le deuxième va toujours se terminer en ATE. A-T-E. Pour te donner un exemple, l'huile de coco saponifiée donne du sodium cocoate. Voilà. Le savon, on peut le faire de deux façons différentes, soit avec de la soude caustique, soit avec de la potasse. La soude caustique va donner des savons qui sont durs et solides, alors que la potasse va donner des savons qui sont mous ou liquides. Meilleur exemple de savon fait avec de la soude caustique, le savon de Marseille. Meilleur exemple de savon fait avec de la potasse, le savon noir utilisé dans les hammams. Et ici, on va plus s'intéresser au savon fait avec de la soude caustique. Et pareil, il y a encore deux façons de le faire, soit à chaud, soit à froid. La saponification, c'est la consommation de l'huile par la soude pour donner le savon et la glycérine. Et cette réaction d'une, elle est exothermique, donc elle va dégager de la chaleur, et de deux, elle est assez lente. Donc ça peut prendre plusieurs semaines pour que toute la soude consomme l'huile qu'elle a à disposition. Du coup, tu as deux possibilités. Soit tu fais un savon du coup sans toucher à sa température, tu vas obtenir un savon qui sera glycériné naturellement, mais qui va mettre 4 à 5 semaines à se saponifier complètement. C'est ce qu'on appelle le temps de séchage ou le temps de cure. Soit tu fais ton savon au chaudron, tu chauffes tes huiles et tu chauffes ta soude, tu fais ton mélange et tu obtiendras un savon beaucoup plus rapidement. Le seul inconvénient, c'est qu'en passant, tu pourras dire au revoir à toutes les qualités des huiles que tu as incorporées dans ton savon puisqu'elles ont cuit. Petite anecdote.
Lorsqu'on fait du savon à chaud, alors je parle en quantité industrielle, hein, vraiment les grosses quantités de savon, et bien la pâte est souvent salée de façon à récupérer les deux produits de la saponification séparément. D'un côté la glycérine et de l'autre le savon. C'est comme ça qu'on obtient la glycérine végétale. Le savon lui il est mis en paillettes et ça permettra de le revendre à différentes entreprises qui pourront avoir un savon personnalisé avec une même base. Et j'ai une deuxième anecdote. Pour reconnaître un savon à froid d'un savon à chaud, tu as seulement besoin d'une lampe. En mettant ton savon sur la lampe, tu pourras remarquer si la lumière passe ou non à travers le savon. Un savon qui laisse passer la lumière, c'est un savon à froid, alors qu'un savon qui est complètement opaque et qui ne laisse pas du tout passer la lumière, ce sera un savon fait à chaud. Le process de saponification le plus simple à réaliser chez soi, ça reste le savon fait à froid. Et par simple, ce que j'entends, c'est que les matières sont faciles à trouver, même en temps de confinement. Et de deux, il n'y a pas besoin d'avoir un level 80 en TP de chimie pour y arriver. Alors là, attention, on parle du chouchou des fans de cosmétiques faites maison. Après, il y a des raisons. Il n'y a pas besoin de beaucoup chauffer, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et en plus de ça, à partir du moment où tu commences à bien gérer la saponification, tu peux faire des créations qui sont quand même super classe. Et donc notre savon à froid, comment on va le faire? Première chose à faire, choisir ses huiles. Évidemment, dès la première étape, c'est corsé. Notamment parce qu'il y a énormément d'huiles différentes sur le marché, elles sont toutes intéressantes, mais elles ont évidemment tout un impact différent sur le savon final. Ce qui veut dire que pour définir les huiles qu'on va utiliser, il faut définir les caractéristiques du savon qu'on veut avoir. Et les plus connues, ça va être la mousse. En fonction de l'huile que tu utilises, ton savon va être plus ou moins moussant et la mousse va être plus ou moins crémeuse. Ensuite, il y a la détergence. C'est pas parce qu'un produit ne mousse pas qu'il ne lave pas, donc il ne faut pas confondre la détergence avec le pouvoir moussant. Ensuite, on a la dureté. En gros, un savon qui sera dur va fondre moins rapidement sous la douche qu'un savon mou. C'est quand même plus agréable d'avoir un savon qui dure longtemps sous la douche et qui reste en pavé, plutôt que d'avoir une espèce de pâte collée dans le porte-savon qui est très désagréable. Ensuite, on va avoir la capacité de séchage. Un savon, je te l'ai dit, il doit faire une cure, donc elle dure entre 4 à 5 semaines, mais ça va dépendre principalement des huiles que tu vas utiliser. Et enfin, dernier critère, la douceur. Certaines huiles vont rendre le savon beaucoup plus doux, que ce soit pendant l'utilisation ou après. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un objectif lorsqu'on choisit nos huiles, et cet objectif, c'est de répondre à tous les critères sans partir dans un extrême. Évidemment, je peux pas te donner toutes les informations sur toutes les huiles parce que c'est infaisable et ce serait beaucoup trop long. Et même pour d'autres sujets dans la vidéo, ça va être beaucoup trop long de te l'expliquer à la caméra, comme ça, à parler. D'une, je pense que tu as pas envie de prendre des notes en regardant cette vidéo. De deux, moi ce serait beaucoup trop long à faire et à monter. Donc du coup, ce que je préfère faire, c'est te mettre des liens en description. Moi ça me semble le plus évident. Pour savoir du coup quelle huile utiliser et quels critères elle va donner à ton savon, je te conseille le site d'Aromazone qui a fait un tableau qui est très complet, en plus c'est imagé donc du coup c'est facile à reconnaître. En gros ça te permet de savoir quelle huile utiliser pour répondre aux critères que tu souhaites. Évidemment plus on a d'huile à disposition, plus on va pouvoir peaufiner chaque critère du savon, donc c'est toujours intéressant d'utiliser plusieurs huiles. Mais pour la formule de savon qu'on va réaliser ensemble, j'ai envie de te montrer qu'on peut aussi faire un savon simplement avec très peu de matière. Donc c'est pour ça que je ne vais utiliser que 2 huiles. Il nous faut juste de l'huile de coco et de l'huile d'olive. L'huile de coco, elle va donner des mousses qui sont hyper abondantes et hyper agréables sous la douche. Et l'huile d'olive, elle va donner des savons qui sont bien durs et qui sèchent rapidement. Et donc là, on revoit ensemble le deuxième type d'ingrédient hyper important dans le savon. On va parler de base et de concentration. Et je n'ai plus de salive. Je vais pas me réétendre dessus, je t'ai déjà dit tout à l'heure, il y a 2 types de bases, soit la soude caustique, soit la potasse. Nous, on s'occupe pas de la potasse, on a dit, on s'occupe que de la soude caustique. Caustique, ça veut dire que ça s'attaque à tout ce qui est organique et ça va le manger. En d'autres termes, c'est un pH 12, ta peau a un pH qui est entre 5,5 et 6,5. Autant te dire que si jamais tu reçois des projections de soude sur ta peau, ça va piquer. Et ça va piquer fort. Je sais pas si tu as déjà regardé Fight Club, mais il montre ce que c'est qu'une brûlure à la soude. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une brûlure chimique. Et personne n'a envie de se faire brûler à la soude en fait. Donc c'est sûr qu'il faudra mettre des gants, il faudra mettre des masques, il faudra mettre des lunettes pour éviter toutes les projections qui pourraient t'arriver dessus et qui pourraient du coup te faire très mal. Tu peux trouver différentes soudes sur le marché, soit tu vas trouver de la soude diluée, soit tu vas trouver de la soude en perles. Personnellement je préfère l'utiliser sous forme de perles, notamment parce que tu peux faire les concentrations que tu veux et c'est quand même plus intéressant. Pour préparer notre savon, donc il nous faut de l'huile et de la soude, sauf que notre soude qu'on utilise en perles, on va bien sûr pas la verser comme ça directement dans les huiles. On va d'abord préparer ce qu'on appelle une lessive de soude. Et la lessive de soude, c'est pas compliqué, c'est juste de la soude qui est diluée dans de l'eau. À savoir que l'eau, elle n'a aucun intérêt
si ce n'est pratique, dans ton savon. Elle va juste servir à transporter ta soude et à faciliter le mélange avec les huiles. Mais aucunement l'eau va avoir un intérêt pour ton savon. Sachant que une partie va déjà s'évaporer lors de ton mélange, puisque c'est un mélange qui va être exothermique, donc il va relâcher de la chaleur. Et en plus de ça, l'eau qui va rester dans ton mélange, elle va s'évaporer au fur et à mesure de la cure du savon. Il faut que tu fasses attention à ce que ta lessive de soude soit ni trop diluée, ni trop concentrée. Si jamais tu as une lessive de soude qui est trop concentrée, pour commencer tu vas avoir énormément de mal à diluer ta soude dans l'eau, tu risques d'avoir des cristaux qui vont se former. Et en plus de ça, lorsque tu vas mélanger la lessive de soude à ton huile, ça risque de prendre très très vite et du coup tu risques de ne pas maîtriser ta réaction de saponification. Donc calvaire en cuisine, ça fait peur. On fait pas ça. Au contraire, si ta soude est trop diluée, d'une tu risques de galérer aussi à faire ton mélange et à le faire prendre. Et si tu as réussi à faire prendre ton savon et que tu as réussi à le mouler, c'est pas dit que tu réussisses à le démouler avant plusieurs mois et c'est possible que ton savon reste inutilisable. Alors je te le dis tout de suite, la concentration idéale elle est déjà connue, elle est située entre 29 et 30%. Ça laisse pas beaucoup de marge à l'imagination, mais après c'est pas plus mal parce qu'on est quand même sur une concentration de soude, c'est pas là qu'il faut être créatif. Pour les plus débutants, ça veut juste dire que dans 100 g de lessive de soude, il y a 30 g de soude pour 70 g d'eau. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc cette lessive de soude, c'est bien, on sait qu'elle est concentrée à 30%, mais ça nous dit pas combien on doit en mettre dans notre formule. Et pour savoir cette quantité de soude qu'on va incorporer dans notre savon, eh ben il faut qu'on ait deux notions en tête, le surgraissage de notre savon et l'indice de saponification de nos huiles. Je vais commencer par te parler de l'indice de saponification, puisque c'est avec cet indice qu'on va pouvoir déterminer le surgraissage ensuite. L'indice de saponification, c'est une valeur qui est donnée pour chaque huile, elle leur est propre et elle va dépendre de leur composition. Et cette valeur, elle va déterminer la quantité de soude en grammes qu'il faut incorporer dans ton huile de façon à ce que tu aies une réaction complète de saponification. Pour te donner un exemple, l'huile de coco, elle a un indice de saponification à 183 pour la soude, pas pour la potasse. C'est pas le même, faut faire attention. Et donc pour saponifier 1 kg d'huile de coco, il nous faudra 183 g de soude. Et pour saponifier 1 kg d'huile d'olive, il nous faudra 135 g de soude. Donc en fonction de l'huile qu'on utilise, c'est vraiment différent. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que cette quantité de soude nous permet de saponifier. C'est mon bébé. Oh pardon. Il faut bien comprendre là que la réaction est complète et donc du coup à la fin de la réaction il n'y a plus d'huile et il n'y a plus de soude, il n'y a que du savon. Et une fois que tu as compris ça, tu peux comprendre pourquoi on surgraisse les savons. Le truc avec le savon, c'est que, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un tensioactif. Son pH, il est entre 9 et 11. Donc autant te dire que ça fait partie des tensioactifs qui font pas passer une bonne journée au film hydrolipidique, tu vois. C'est celui qui va être assez violent et qui va même lui éclater un peu la tronche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette sensation lorsqu'on utilise du savon d'Alep ou du savon de Marseille, qu'on a la peau qui glisse mal ou comme s'il y avait une espèce de couche qu'on avait enlevée. Et ce n'est pas une impression, c'est ton film hydrolipidique qui s'est fait la malle. Je pense que tu t'en doutes, c'est pas ce genre de produit qu'on veut pour une utilisation cosmétique. On veut quelque chose qui irrite le moins possible la peau, et c'est pour ça que les savonniers utilisent une technique très simple, le surgraissage. Étant donné qu'on utilise des huiles qui ont des qualités assez intéressantes pour la peau, autant qu'il en reste dans le savon final. Il suffit juste d'augmenter la quantité d'huile qu'on va incorporer par rapport à la quantité de soude dans notre mélange. Pour revenir sur l'huile de coco, étant donné que 183 g de soude permettent de saponifier entièrement 1 kg d'huile de coco, et si on met 1,2 kg d'huile de coco avec les 183 g de soude, ça veut dire que dans le savon final, il va rester 200 g d'huile de coco. C'est ça qu'on appelle le surgraissage. C'est laisser une quantité d'huile non saponifiée dans le savon final. Certains trouvent qu'une autre technique est différente et s'appelle la réduction de soude. Donc cette fois, tu ne touches pas à la quantité d'huile, mais tu vas diminuer la quantité de soude que tu vas incorporer. C'est pour les gens qui parlent en grammes. Si tu parles en pourcentage de formule, tout de suite, tu te rends compte que ça revient au même. Tu as une quantité de soude ici, une quantité d'huile, soit tu augmentes la quantité d'huile, soit tu baisses la quantité de soude. Dans les deux cas, c'est la même chose. Donc, voilà. Mais comme ça, au moins, tu connais le mot aussi, il y a surgraissage et réduction de soude. Pour un savon cosmétique, en général, le surgraissage est conseillé à 7%. Donc ça veut dire tout simplement que sur les 100% d'huile que tu vas utiliser et que tu vas incorporer dans ton mélange, tu vas en retrouver 7% qui ne seront pas saponifiés dans ton savon final. Maintenant qu'on a vu ces notions, on peut passer à l'utilisation du calculateur.
Le calculateur de saponification, c'est un petit programme que tu trouves sur internet. Je t'ai mis en description le lien du calculateur que moi j'utilise et que je trouve assez pratique, assez instinctif, etc. Et ce petit programme, tu vas lui donner plusieurs informations sur le savon que tu veux. Tu vas donner le pourcentage de surgraissage, la concentration de ta lessive de soude, les huiles que tu vas incorporer et leur quantité, et il va te sortir la quantité de soude et d'eau qu'il faut que tu incorpores dans ton savon pour que le savon corresponde à tes critères. En plus de ça, il va te donner des estimations chiffrées sur les différents critères de ton savon final. Tout ce qui est douceur, pouvoir moussant, etc. Petit conseil, essaie de rester à chaque fois aux alentours de 50 parce que c'est à peu près comme ça que tu vois que ton savon va répondre à tout sans partir dans les extrêmes comme je te le disais tout à l'heure. Évidemment, si tu mets plusieurs huiles, je ne peux pas forcément te conseiller de mettre plus une ou plus l'autre, puisque là, ça va dépendre de tes critères. Et du coup, toi, ce que tu auras à faire, c'est un rééquilibrage, donc c'est-à-dire à faire varier les quantités d'huile de façon à ce que tes critères soient tous aux alentours de 50 pour être sûr que ton savon soit correct. Forcément, si tu débutes, le calculateur, tu vas le regarder, tu vas faire... Quoi ? Tu vas pas comprendre ce qui va se passer, et notamment parce que tu risques de bugger en te disant mais c'est bien, mais combien d'huile je dois mettre quoi. Les huiles représentent environ 60% de la masse totale de ton savon. Donc pour 1 kg de savon, la quantité d'huile que tu devras incorporer représentera environ 600 grammes. Si on regarde bien le calculateur, il montre encore deux petits indices que je ne t'ai pas présentés, l'indice d'iode et l'INS. Je vais essayer de pas y passer 30 ans. L'indice d'iode, c'est une valeur qui va t'indiquer la capacité de tes huiles à rancir. Étant donné que ton savon va être surgras, et je te conseille toujours à 7%, ça veut dire que tu as 7% d'huile dans ton produit final qui est complètement disponible à l'air libre, à la lumière, et donc qui est capable de rancir. Et donc cet indice d'iode, il est hyper important parce qu'il te permet de savoir si ton produit va rancir rapidement ou non. Essaie d'avoir du coup un indice d'iode qui sera compris entre 29 et 54 pour être sûr que ton savon ne va pas rancir trop vite, parce que forcément qui dit rancissement dit changement de couleur, changement d'odeur, et on n'a pas forcément envie de se laver avec un savon qui pue. L'INS, lui, il représente la différence entre l'indice de saponification et l'indice d'iode. Et cet indicateur, il va nous permettre de savoir si ton savon il va être plutôt dur ou plutôt mou. Essaie donc de garder l'INS entre 136 et 170 pour t'assurer que le savon ne soit ni trop dur et donc desséchant, ni trop mou et donc pas trop mou quoi. Et ben il semble qu'on a fini la théorie et on peut s'attaquer à la pratique maintenant. Je te préviens tout de suite, j'ai eu envie un petit peu de pimper notre recette, donc je nous ai rajouté quelques ingrédients, notamment du lait de chèvre, super pour la peau, apaisant, hydratant, tout ce que tu veux, et du miel qui lui aussi est hydratant et apaisant, et en plus il est cicatrisant. Petit savon pour les peaux sensibles, attention. Et en plus ça me permettra de te montrer comment on ajoute des additifs dans les formules de savon. Pour la formule qu'on va réaliser ensemble. Voilà, elle est comme ça. Et je te montre même le résultat du calculateur à côté. Alors, on va commencer par notre lessive de soude. Le truc primordial, je l'ai déjà dit, la soude ça pique, donc on met des gants. Si tu as bien fait attention lorsque je t'ai montré ma formule, tu as dû paniquer un petit peu quand tu as vu le ratio entre l'eau et la soude. On n'est pas sur une lessive concentrée à 30% et c'est normal puisque dans ma formule il y a aussi du lait de chèvre. Et le lait de chèvre, on sait tous que c'est principalement de l'eau. Donc forcément pour ma lessive de soude, j'ai diminué la quantité d'eau et je l'ai remplacée par le lait de chèvre de façon à ce que ma concentration de soude reste à 30%. Lorsqu'on prépare notre lessive de soude, il y a un deuxième truc hyper important à respecter. On met toujours la soude dans l'eau et jamais l'inverse. Le mélange soude plus eau, c'est aussi une réaction exothermique, donc ça chauffe. Si tu ajoutes du coup petit à petit la soude dans l'eau, déjà tu vas éviter les projections et en plus tu vas éviter que l'eau ne chauffe trop vite et donc du coup tu vas mieux contrôler la réaction qui est en train de se passer dans ton bol. Une fois que ce mélange s'est fait et que tous les cristaux sont bien dilués, tu peux laisser reposer à température ambiante. Et en attendant, on pèse les huiles. Surtout, essaie d'être le plus précis possible pour éviter les surprises lorsque tu feras ton mélange ou lorsque tu feras le démoulage de ton savon. On met ensuite les huiles à fondre. J'ai choisi un bain-marie parce qu'il n'y a que l'huile de coco qui a besoin de fondre étant donné que l'huile d'olive c'est déjà liquide. L'huile de coco, elle a une température de fonte très très basse. En général, même la température corporelle, ça suffit à la faire fondre. Donc pas besoin de chauffer trop fort. Comme ça permet de garder les qualités de nos huiles. Bien sûr, le côté toujours embêtant, c'est que forcément c'est long à fondre et qu'en plus après, il faut attendre que ça retombe à température. Et
Et le temps que ça redescende à température ambiante, je peux te parler des additifs et on va commencer par le lait de chèvre. Le lait, c'est principalement de l'eau, de la flotte. Tu vas forcément devoir le prendre en compte par rapport à ta lessive de soude, étant donné que tu rajoutes de l'eau à une quantité d'eau qui était déjà définie par le calculateur. Ce qui fait que si tu rajoutes de l'eau, forcément tu auras une quantité d'eau trop importante et donc ton savon risque de mal se mélanger ou de mal sécher. Évidemment, c'est la même chose pour tous les autres additifs qui sont composés principalement d'eau, donc par exemple les eaux florales, etc. C'est la même chose. Pour le lait, tu as du coup plusieurs possibilités. Soit tu décides d'utiliser du lait en poudre, et donc du coup tu vas ajouter le lait en poudre une fois ton mélange fait comme un additif. Soit tu choisis comme moi d'utiliser du lait liquide, mais que tu incorporeras avant dans ta lessive de soude. Technique un petit peu particulière dans laquelle il faut déjà que tu fasses refroidir ton lait au maximum, donc pour ça tu le mets directement au congélateur, tu remues de temps en temps jusqu'à obtenir un granité, donc c'est-à-dire vraiment des morceaux un peu cristallisés de lait partout. Lorsque tu obtiendras ce granité, ça te permettra de l'ajouter dans ta lessive de soude directement en évitant deux choses, d'une qu'il caille, parce que c'est la possibilité, et de deux que le gras qui est présent dans le lait se saponifie aussi. Bref, en attendant que je t'explique ça, nos huiles et notre soude ont refroidi, elles sont à température ambiante, c'est parti pour le mélange. Tout d'abord, je te montre le mélange de mon granité de lait de chèvre dans la lessive de soude, qu'il faut vraiment faire au dernier moment surtout. Je mélange pour que tout soit bien homogène. Une fois que le mélange est bien homogène, on protège des éclaboussures à pH 12 en mettant du cellophane autour du saladier qui va nous servir à mixer. On dirait que c'est évident comme ça, hein, mais la première fois, c'est jamais évident. Non, c'est pas du vécu, ça va. Donc c'est parti, on y va, on verse la lessive de soude dans l'huile et on agite au mixeur. Si j'ai décidé de laisser cette séquence en entier et en accéléré, c'est pour qu'on puisse observer ensemble un phénomène mystérieux appelé la trace chez les savonniers. Alors, ce terme n'est pas du tout un terme scientifique, c'est un terme qui a été donné par les savonniers puisque c'est un phénomène visuel qui pourrait déterminer le début du travail de saponification et le début du coup de l'épaississement de la pâte. Et du coup, ce phénomène visuel, il se traduit par la première apparition des traces de ton mixeur lorsque tu fais des passages dans ta pâte. Je l'ai dit, c'était pas très scientifique comme expérience. On est sur une observation en effet qui n'est pas du tout scientifique, mais qui est très importante pour la réalisation de notre savon. Puisque c'est à l'apparition de cette trace qu'on va pouvoir ajouter tous les additifs de notre savon. Les poudres, les colorants, les parfums, tout ça c'est juste après l'apparition de la trace qu'on va pouvoir les ajouter. En général, on ne les ajoute pas purs. Lorsqu'on met des poudres par exemple, on essaie de les mélanger dans un petit peu d'eau de façon à ce que ça forme une pâte pour que ce soit plus facile à incorporer dans le mélange. Et lorsqu'on utilise des parfums ou des huiles essentielles, le mieux est toujours de prélever une partie des huiles de notre savon pour mélanger les huiles essentielles dedans et ajouter cette partie d'huile avec le parfum après l'apparition de la trace. Certains additifs par contre vont s'ajouter légèrement avant la trace étant donné qu'ils favorisent la prise en épaisseur et en masse de ta pâte. Donc si tu attends l'apparition de la trace, forcément ton mélange va prendre énormément en épaisseur et ce sera très difficile de couler. C'est pour ça que dans la vidéo tu me vois mettre le miel alors que la trace n'est pas encore arrivée et on la voit arriver quelques secondes plus tard parce que le miel a aidé à la prise en masse de la pâte. Et là du coup on la voit arriver, notre petite trace, elle est là. Et une fois que la trace est apparue, moi mon travail est terminé puisque je n'ai pas d'autres additifs à ajouter dans ma formule. Il ne reste donc plus qu'à couler dans le moule que j'ai choisi. Bon moi c'est un moule à gâteau, hein, c'est très bien, ça me fera un gâteau de savon. Et go le mettre à l'abri de la lumière et de la chaleur. Moi je mets un petit cellophane dessus juste parce que je l'ai mis en hauteur et je veux pas qu'il y ait de poussière qui tombe sur mon savon. Et on le laisse se reposer 24 heures minimum avant de le démouler. Je t'invite déjà à observer ton moule de temps en temps pendant ces 24 heures de pause, notamment parce que tu vas pouvoir observer la réaction exothermique. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point un tout petit moule à gâteau ça peut dégager comme chaleur. C'est assez remarquable et c'est très intéressant à observer. Et ça, dis-toi que c'est seulement le début d'un travail que ta soude va subir pendant plus de 4 à 5 semaines jusqu'à ce qu'elle ait fini de saponifier jusqu'à la dernière goutte d'huile qu'elle pourra. Mais du coup, au bout de 24 heures, soit il y aura de quoi sauter de joie parce que tu auras trop réussi ton savon et félicitations, soit malheureusement c'est la découverte de plusieurs situations et de plusieurs phénomènes qui sont de plus ou moins bon augure.
Ce sont différents phénomènes à observer qui peuvent être plus ou moins dangereux, donc je t'invite à regarder le lien que j'ai mis encore en description, qui te donne vraiment une bonne liste assez exhaustive de tout ce qui peut arriver à ton savon une fois que tu le démoules, de façon à ce que tu puisses savoir si au moins tu pourras utiliser ton savon ou pas. Si ton savon n'a aucun problème, et ben c'est le moment de le mettre en cure pour 4 à 5 semaines. Je me doute bien que tu allais me demander à quoi ressemblait le savon une fois qu'il était démoulé. Donc voilà. Alors on a une superbe trace de gel ici, sur tout le contour. La trace de gel, c'est quand les extrémités sont plus claires que l'intérieur. Donc voilà, puis on a une superbe craquelure en plein milieu, comme ça. Bim, 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 bim. Alors c'est pas très grave, c'est des problèmes qui sont assez anodins et qui n'empêchent pas l'utilisation du savon. C'est juste un peu disgracieux quoi, c'est pas très joli, mais bon. Voilà, et puis sinon, l'utilisation du moule... Ne pas favoriser les moules en silicone, préférez les moules durs, hein, parce que sinon, voilà, ça gondole, on n'a pas un savon droit. Voilà. Et pour savoir si ton savon est prêt à être utilisé ou pas, donc que la soude a terminé son travail de saponification, eh bien il y a 2 méthodes. Il y en a une qui est un peu plus scientifique que l'autre, donc forcément je pencherai plus pour celle-là, mais l'autre test est un test approuvé par les savonniers, donc... pourquoi pas l'utiliser aussi. Dans un premier cas, tu vas utiliser du papier pH pour vérifier le pH de ton savon. Alors le papier pH, tu peux le trouver sur internet, mais apparemment tu peux aussi le trouver en animalerie. Du coup c'est assez simple, tu prélèves 1 g de savon que tu dilues dans à peu près 10 g d'eau, et une fois que ton savon est complètement dilué, tu mesures le pH de l'eau. Un savon qui sera prêt aura un pH qui sera situé entre 9 et 10,5. Ne va pas jusqu'à 11 parce que 11 c'est quand même assez caustique encore et donc vaut mieux attendre encore un petit peu, puisque de toute façon le pH continuera de diminuer tout le temps avec le temps, jusqu'à 9. Donc autant attendre encore un petit peu. Pour le deuxième test, pas besoin de papier pH, pas besoin d'instrument, il suffit de sa langue. J'avais dit que j'avais une préférence, hein, bizarrement c'est pas celui-là. Il s'agit de ce qu'on appelle le zap test, et avec notre langue, eh bien on va juste lécher un petit bout de savon. Et là, c'est qui tout double. C'est-à-dire que soit sur ta langue, tu ne ressens rien, parce qu'il n'y a plus de soude active, donc du coup ça ne te fait rien sur la langue, mais si la réaction de saponification n'est pas terminée, en gros, on ressent le même effet que lorsqu'on lèche une pile. Je n'ai jamais léché de pile, donc je ne peux pas te dire l'effet que ça fait, mais en gros, tu sens un goût désagréable et surtout ça te picote la langue, en fait, tout simplement. Pareil, on est sur un test qui n'est pas très scientifique, mais au moins on est sur une observation concrète de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Bon... j'ai déjà bien fait le tour, moi. Là, franchement, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur le savon. Évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. La dernière chose que je te dirai, c'est surtout, n'hésite pas à t'entraîner. Si tu as peur de te lancer, je te dirai juste une citation d'une grande reine qui disait « Au bout d'un moment, pour savoir faire du cheval, faut faire du cheval, hein !» Il n'y a que en t'entraînant que tu pourras découvrir vraiment la saponification. Tu en apprendras tous les jours, mais bien sûr, c'est comme ça que tu vas pouvoir te perfectionner. Cette vidéo est maintenant terminée, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère avoir répondu au plus de questions possibles et j'espère que les liens en description vont pouvoir t'aider à y voir clair sur la saponification. Bien sûr, j'espère surtout que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, je te demande encore quelques minutes de ton temps pour t'expliquer mon projet et mon concept. Ce projet, c'est un projet de format vidéo qui me permettrait de vulgariser un petit peu le fonctionnement des produits cosmétiques, que ce soit en termes de réglementation, de controverses sur certaines matières, ou que ce soit de la formulation de produits à la maison. Et du coup, je pourrais t'expliquer comment fonctionnent les produits cosmétiques que tu achètes au quotidien, et en même temps, je pourrais te montrer comment faire des produits chez toi, sans trop dépenser, et en même temps en ayant un produit assez quali dans les mains. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, surtout si cette vidéo t'a intéressé et que tu penses qu'elle pourrait intéresser des personnes de ton entourage, n'hésite pas à la partager, c'est un épisode pilote alors je ne sais pas si ça va fonctionner, mais au pire, je me serai occupée pendant plusieurs jours pendant le confinement. Donc je te remercie encore une fois d'avoir regardé et je te souhaite une bonne journée, porte-toi bien, salut!